Bonsoir, l'entretien aujourd'hui c'est avec Alain Kola Atipo, ministre des zones économiques spéciales, membre du comité central du Parti congolais du travail, le parti au pouvoir. Ce soir avec lui, nous allons faire le tour des questions d'actualité. Vous le savez certainement, il s'agit là du changement au nom de la Constitution. Nous allons rester là-dessus. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir cher ami. Alors, le 31 décembre dernier, à 19h30, le PCT donne sa position sur cette problématique, le changement au nom de la Constitution. Le PCT est pour le changement. À 20h, le même jour, le président présente ses vœux. Et dans ses vœux, le président ne donne pas avec beaucoup de détails la réponse sur cette question, mais il parle quand même de la Constitution. Depuis là, le PCT, silence radio, ne parle pas. Est-ce que vous êtes quelque part déçu du discours du président ou il y a eu une sorte de contradiction? Non, absolument pas. Absolument pas. Je vous remercie d'ailleurs de me recevoir ce soir. Le Parti congolais du travail, qui est le parti majoritaire, a siégé au niveau de son comité central pendant de longues nuits et au cours desquelles il y a eu effectivement un débat qui était totalement ouvert, où il y avait une prise de parole avec un temps illimité. C'est ce qu'il faut saluer. On va dire signe de revitalisation politique donc, de ce parti. Et au terme donc, de cette session, de ces discussions, le Parti congolais du travail s'est prononcé. Et le président s'exprimant, il s'est exprimé en tant que père de la nation. Il a entendu effectivement ce que le Parti congolais du travail a eu à afficher comme position. Il a également, bien entendu, suivi aussi, écouté ceux qui également se prononcent dans un sens contraire. Et en tant que père de la nation, étant au-dessus de la mêlée, il a pris acte. Donc le Parti congolais du travail n'a pas à être déçu ou quoi que ce soit, non pas du tout, ni déçu, ni surpris par la prise de position du président. Au contraire, nous l'avons salué comme étant, on va dire, un signe d'une dimension d'homme d'État du président. Est-ce qu'il ne fallait pas que le président tranche ce jour-là? Parce que beaucoup de Congolais attendaient que le président donne certainement la position ou la conduite à tenir, certainement un référendum ou encore dire non au changement. Est-ce qu'il ne fallait pas que le président tranche? Non, ce n'est pas au président de trancher. C'est pas au président de trancher. Le président, il est élu, il est le président de tous les Congolais. Et donc, il ne peut pas se retrouver, j'allais dire, dans la mêlée politique ou mêlée politicienne, où certains disent qu'il faut changer, d'autres disent qu'il ne faut pas changer. Non, bien au contraire. Par contre, ce que l'on peut souligner, saluer au niveau du Parti congolais du travail, c'est qu'il y a eu une véritable réflexion sur le saut qualitatif, le bond qualitatif qu'on doit faire à notre démocratie. C'est-à-dire, nos travaux ont permis quand même de donner quelques indications. Je ne vais pas toutes les énumérer ici, qui pourraient considérer ou configurer, être consignées dans cette nouvelle constitution. Ce que nous considérons comme étant les termes de référence sur lesquels un dialogue pourrait s'engager. C'est très responsable de la part du parti. Il y a par exemple, de mémoire, on considère que le président élu est celui qui détermine la politique générale de la nation. Et celui-ci gouverne le pays avec, on va dire, l'appoint, l'appui d'un Premier ministre qui, lui, va être responsable face au Parlement et qui va, à travers une déclaration de politique générale, comprenez, engager le gouvernement. Et ce Parlement, qui lui-même doit acter, approuver par un vote la politique du gouvernement, il peut en même temps, ce Parlement, engager un processus de contrôle élargi qui pourrait même aboutir, on va dire, à une motion de défiance vis-à-vis d'un ou plusieurs ministres. Donc ce sont des éléments qui... Tout à l'heure, vous disiez que le président ne peut pas trancher, mais si le président ne tranche pas, il y a une partie qui dit oui, comme le PCT, et certainement quelques parties de l'opposition. Oui, il y a quelques parties de l'opposition également. Et puis à l'opposition, récemment, il y a eu même un mouvement qui vient d'être créé pour dire non au changement. Mais qui va trancher en ce moment? Non, ce qui va se passer, je tiens ici solennellement en fait à demander à toute la classe politique congolaise d'entendre cet appel de l'histoire de notre pays. Si, de part et d'autre, on considère qu'il y a ceux qui sont dans une position d'obstruction, mais avant d'arriver à cette position, il faut bien débattre. Aucun parti au Congo n'est propriétaire des voix des Congolais, n'est propriétaire de ses militants. Aucun parti au Congo n'est propriétaire des espaces géographiques de notre pays.
D'ailleurs, l'un des éléments que nous avons conseillé dans nos travaux, c'est favoriser l'émergence des partis à caractère national pour sortir de ces partis à configuration ethnique ou géoethnique. Donc, le Parti congolais du travail et certainement d'autres partis qui ont leur position vont forcément aller vers les électeurs. Et on n'ira pas forcément vers nos électeurs, on va dire, de manière subjective. Donc à partir de là, la parole... déjà d'un référendum. Non, mais il faut expliquer. Il faut expliquer. Le Parti congolais a pris une position. Mais il faut maintenant que nous entrons dans une phase d'explication. Et on ira rencontrer, y compris les militants dits de ces partis d'opposition. Vous parlez d'explication, on aimerait comprendre ceci. Le président de la République, toujours dans ses vœux, le 31 décembre, donne, bon, sans trop de détails, le calendrier électoral des scrutins prochains, 2016, présidentielle, 2017, élection législative. Et quelque part encore, il dit, bon, si le débat s'accentue à un niveau où on ne trouve pas de compromis entre hommes politiques, forcément, il faut avoir recours au peuple, c'est-à-dire aller au référendum. Comment est-ce qu'il y a paradoxe entre 2016 avec les élections et référendum quelque part? Il y a le fonctionnement normal de notre système démocratique. Mais on voit bien que nous nous retrouvons dans une situation exceptionnelle où des citoyens, des acteurs politiques se prononcent sur une question qui est extrêmement importante pour notre pays. Il ne faut pas la regarder à la légère. Contrairement à ce que certains acteurs politiques ont dit, qu'il n'y avait pas de crise, on ne voyait pas pourquoi il fallait débattre de cela, que tout allait bien, qu'ils ne voyaient pas la nécessité. Le Parti congolais du travail ne veut pas porter la responsabilité historique, comme certains partis par le passé qui ont été aux affaires et qui n'ont pas fait preuve d'une certaine anticipation. Quand on est un homme politique digne de ce nom, on doit faire de l'anticipation et de la prévention. Donc, il se pourrait, et j'en suis persuadé, et je m'exprime à titre personnel, que dans ce calendrier que le président a défini, il y aura forcément un moment où ce débat se fera et il y aura forcément une espèce de consensus qui se décidera, qui se dessinera. Maintenant, ceux qui sont, on va dire, arc-boutés sur leur position, qui sont pourtant des hommes d'expérience politique inouïe, qui ont eu des responsabilités dans le passé, y compris dans des périodes assez tragiques de l'histoire de notre pays. Et si ces personnes-là ne sont pas capables de tirer les leçons, justement, de ce passé récent douloureux, eh bien, nous pensons, à titre personnel, bien entendu, je m'exprime, qu'ils seront disqualifiés vis-à-vis de leurs supposés militants, parce que nous irons à la rencontre de ces militants. Alors, monsieur le ministre, dites-nous concrètement pourquoi le PCT veut-il qu'on change cette constitution du 20 janvier 2002. Finalement, ce n'est plus une réclamation du peuple congolais, c'est le PCT qui a manipulé, comme disait l'opposition, la population de la plupart de nos départements. Et finalement, on comprend que ce n'était pas le peuple qui réclamait le changement, c'est le PCT. Non, vous savez, nous devons franchement, à un moment donné, réussir à élever le niveau de notre réflexion. Nous savons tous très bien que la politique, c'est des coups bas, c'est le dénigrement, c'est des crocs en jambes, c'est des paroles faciles, des idées faciles, etc. Ça, on le sait. Mais il arrive des moments où les acteurs politiques doivent sentir ce qui va pouvoir se produire dans le pays. Donc, quand on dit cela, je prends l'exemple de Gamboma. Nous avons fait un meeting à Gamboma. Nous avons réuni près de 5000 personnes à Gamboma. Comment dont vous êtes originaire? Enfin, je suis né à Pointe-Noire, j'étais à l'école à Mvouti, j'ai vécu à Mindouli, Kinkala, etc. Mais mes parents sont de Gamboma, et donc je suis de Gamboma. Bien, mais dans une dimension républicaine. Donc, quand on fait cette rencontre à Gamboma, 5000 personnes, franchement, vous pensez qu'on peut manipuler 5000 personnes? Mais la plupart des gens qui arrivent, nous le savons très bien, arrivent pour des billets de banque, pour des t-shirts. Alors, il n'y a pas eu de t-shirt à Gamboma. Et il y a ce mythe de la distribution des 2000 francs, paraît-il, aux gens qui viennent dans les meetings. Vous faites 2000 fois 5000, franchement, je pense que ce n'est pas raisonnable. Et lorsque vous avez quand même, au niveau de ces populations, des personnes qui ont une certaine, comment dirais-je, compréhension des choses, et nous avons tort de les dénigrer, de les sous-estimer, comme certains ont dit que oui, mais on ne comprenait pas qu'on allait voir les sages dans les villages. Pourtant, ce sont des électeurs. Et on gouverne pour qui? On ne gouverne pas
pour le bien-être du microcosme des populations de Brazzaville et de Pointe-Noire. La majorité de nos populations se retrouvent dans ce qu'on appelle l'arrière-pays. Donc lorsque le PCT, qui s'est prononcé en retard, et je dois ici faire amende honorable, parce que je faisais partie de ceux qui considéraient que pourquoi le parti ne se prononçait pas, j'estimais que le parti attendait trop pour prendre sa position, et j'ai saisi, en fait, l'approche du secrétaire général de l'équipe dirigeante du parti, qui a fait preuve de sagesse. Et on a laissé d'abord, entre guillemets, les populations émettre leurs opinions, émettre leur point de vue, et entendre les fédérations. C'est une approche très démocratique. Les fédérations au niveau du parti se sont exprimées, et au dernier moment, le comité central s'est prononcé. Donc je considère que la population à dire changeons la constitution pour maintenir le président Sassou au pouvoir. Non. Le PCT ne le dit pas clairement que la constitution présenterait ses limites, il faut la changer. Pourquoi toute cette manipulation de l'opinion? Ce n'est pas une manipulation de l'opinion. Vous verrez bien dans les différents éléments que je viens de donner comme étant les termes de référence sur lesquels le débat pourrait s'annoncer. Mais vous voyez bien qu'il arrive des fois que le président du Sénat, le vénérable Obamitou, que je salue ici, se lamente, dénonce parfois pourquoi certains ministres ne viennent pas à l'Assemblée, d'autres ne viennent pas au niveau du Sénat et de l'Assemblée. Donc, lorsque on regarde les nécessités, les besoins d'améliorer la performance de la gouvernance publique, lorsqu'on veut améliorer cette espèce de sentiment d'impunité et d'absence de lutte par rapport à la corruption, et que nous, au niveau du parti, nous estimons qu'il faut rééquilibrer aujourd'hui les pouvoirs, la relation de pouvoir, les relations entre l'exécutif et le législatif, en disant, par exemple, que dans cette constitution qui va, je l'espère, emmener une nouvelle république et une nouvelle gouvernance, eh bien, le Parlement, l'Assemblée, pourra prendre des motions de défiance vis-à-vis de certains ministres, voire de plusieurs ministres. Lorsque nous disons dans ce document qu'il faut essayer de renforcer les prérogatives de la Cour des comptes, c'est une manière de mettre en place des éléments de modernisation de la vie politique. Est-ce que c'est la Constitution qui présente les limites ou c'est vous, les hommes, les gestionnaires? Vous avez montré certainement votre carence dans la gestion de la chose. Nous voyons comment les ministres boycottent parfois les convocations des parlementaires. Voilà. Est-ce que là, c'est un problème de Constitution? Est-ce que ce n'est pas un problème des hommes? Ce sont les règles. Peut-être que c'est les hommes qui ont présenté leurs limites. Ce sont les règles du jeu que nous devons nous définir. C'est comme dans un sport, c'est comme au football. Lorsque on ne définit pas qu'il y a l'existence du hors-jeu, aujourd'hui vous voyez bien qu'on a décidé qu'il y ait l'apport de la vidéo dans le football, ça veut dire qu'il faut faire évoluer les règles pour que les hommes ne fassent pas preuve de laxisme ou de tricherie. La nature humaine aime la paresse, la nature humaine aime la facilité, la nature humaine aime jouer avec ce qui est ordre. Donc lorsque nous faisons ce constat, pourquoi on a le sentiment que le pouvoir législatif n'a pas une influence réelle vis-à-vis des ministres, eh bien, il faut s'appliquer des règles qui s'imposent à tous pour que nos défaillances, nos travers soient corrigés. Donc, c'est cette architecture qui va définir les nouveaux comportements que nous devrions avoir. Et c'est ce qui s'est passé, on va dire, aux États-Unis, il y a quelques années, quelques siècles, en France, il n'y a pas longtemps, sous le général de Gaulle, et toutes les évolutions que cette constitution a eu à voir. Donc, ce n'est pas, c'est vrai, une limite des hommes, mais c'est plutôt la limite d'une architecture, d'une organisation de vie en société, en l'occurrence la vie politique. L'opposition dit, mais pourquoi changer maintenant? Est-ce qu'on ne peut pas attendre après 2016 ? Écoutez, avec un nouveau président? L'opposition a le droit de dire ce qu'elle croit être juste pour le pays. Et bien ceci n'enlève pas le droit aux autres de prendre une position qui soit contraire, sans qu'on soit taxé de tout et n'importe quoi. C'est la démocratie, c'est le débat démocratique. Si demain, l'opposition, sur le plan, on va dire, de l'opinion, en allant consulter le peuple, arrive, on va dire, majoritaire, je m'inclinerai. C'est ça la démocratie. Je m'inclinerai, et puis l'opposition prendra les rênes. Mais lorsqu'on se retrouve dans une position, on dit une forme de jusqu'au-boutisme, je trouve que ce n'est pas positif pour l'avenir de notre pays. Alors, cette question, la position du PCT, on dit qu'elle est même boudée au sein du parti. Ah bon?
aujourd'hui de tendances comme on a vécu à l'époque des conservateurs, Ah bon, et je serai dans des quel... fondateurs. Je serai dans Alors quel... dites-nous, ceux qui sont contre et d'autres qui sont pour, lesquels dans le parti, pouvez-nous donner quelques noms Non, je ne peux pas donner... Vous êtes quand même divisé au sein du PCT? Non, on n'est pas divisé, on n'est pas du tout divisé. Il y a eu un scrutin. Je peux vous dire qu'il y a eu une cinquantaine de personnes qui ont pris la parole. Et sur ces cinquantaines de personnes, il y a peut-être une personne qui a émis des réserves. Donc, dans on va dire, une plénière. Votre dernière session a pris trop de temps, les journalistes se sont lassés d'attendre, on a eu Ah mais oui, l'impression que ça ne marchait pas. non, justement, c'est une fausse impression. Si ça a mis du temps, c'est parce que le secrétaire général du Parti congolais du travail, à qui je rends hommage, Pierre Ngolo, bien sûr, à qui nous rendons hommage ce soir, a voulu que sur cette question, il n'y ait pas de temps de parole limité. Chacun devait s'exprimer, dire ce qu'il avait et aller au fond de sa pensée. Et ça, c'est un signe extrêmement positif d'un débat sans tabou au sein de notre parti. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de partis qui aient cette culture du débat interne. On aurait aussi appris que le président du comité central, oui. Le président Denis Sassou Nguesso, aurait refusé d'entériner, s'il faut le dire, comment on dit, les conclusions de cette session. Non, pas du tout, pas du tout. Non. Ça, c'est ce qui se dit sur la toile, etc., et sur le net. Non, ce que je peux vous dire, c'est que... Ça veut dire qu'il n'est pas pour la position du PCT? Non, pas du tout. Le président n'a pas eu le temps de s'exprimer s'il était pour ou contre la position du PCT. Non, le document de travail qui est issu du bureau politique est un document qui a fait une analyse, on va dire, très approfondie, de notre pays, du parti, de la situation actuelle et de l'action, on va dire, du gouvernement. C'est une attitude de responsabilité. Il n'y a pas d'état d'âme, en réalité. Si le PCT est uni sur cette question, Milia, vos familles, vos parents, on va dire ça comme ça, oui, les alliés du Parti congolais du travail dans la majorité présidentielle, comme le MCDDI, qui taxe cette démarche du PCT d'antidémocratique. Il y a le RDD également qui claque la porte pour dire qu'il faut respecter les décisions de la conférence nationale. Et puis, il y a le RDPS aussi qui tente de partir. Alors, avec qui irez-vous au référendum pour aujourd'hui faire évoluer les choses? Je pense que nous allons aborder une période où il y aura une redistribution des cartes au plan politique. Vous semblez ne pas le voir. Vous savez, c'est comme sur le plan géologique. Il y a ce qu'on appelle la tectonique des plaques continentales. Il y a quelque chose, une lame de fond qui est en train de se lever dans le pays. Et malheureusement, beaucoup d'acteurs politiques ne le sentent pas venir. Vous savez, quand on parle des acquis de la conférence nationale, il faudra un jour peut-être en débattre. Je n'étais pas un acteur. La conférence a emmené dans notre pays, c'est vrai, la possibilité d'une expression libre, démocratique, etc. Mais à quel prix? À quel prix? À quel prix? Lorsque la conférence arrive, nous nous retrouvons en réalité dans une période pendant 3 mois, on a considéré qu'un homme était le mal absolu du Congo. Est-ce que c'était ça le but? Lorsque on se retrouve dans une conférence nationale où on décide d'aller vers une économie ouverte et on ne réfléchit pas sur les contours de cette économie, c'est-à-dire quel environnement faut-il mettre en place pour que la cellule, le cœur de cette économie, qui est l'entrepreneur, qui est l'entreprise, puisse s'épanouir. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles conclusions tirons-nous? Et lorsque cette conférence nationale, où on a découvert effectivement l'expression per diem, où on va dire de la direction de cette conférence jusqu'au dernier participant, il y avait de l'argent qui avait été donné à des patriotes qui certes réfléchissaient pour le pays, mais on a assisté à un moment donné quand même à des travaux qui étaient boycottés parce que les gens n'étaient pas payés. Quand on est des patriotes et qu'on réfléchit pour son pays, je pense qu'on peut quand même s'interroger. Quand au cours de cette conférence, on annonce comme ça que le ministre Pierre Oba, aujourd'hui, à l'époque, aurait assassiné, pardonnez-moi de parler aussi crûment, M. Bakouma, et qu'il y a eu une minute de silence au cours de cette conférence et que 3-4 jours après, M. Bakouma revient, et que ça ne fait ni chaud ni froid, et que ceux qui avaient lancé cela sont fiers d'eux, ne se reprochent rien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été loupé au niveau de cette conférence nationale. Et moi, je pense que quelque part, la conférence a aussi emmené dans notre pays une nouvelle élite politique qui est dénuée de toute conviction. Alors on part dans la surenchère et on raconte un peu tout et n'importe quoi parce qu'un tel est son adversaire.
je n'ai pas participé à cette conférence. Elle a apporté la liberté d'expression démocratique, elle a apporté la liberté des partis, mais je pense qu'il est temps que nous rattrapions ce que la conférence nationale n'avait pas réussi à faire, parce que nous avons vu apparaître dans le pays une résurgence des partis à configuration ethnique. Monsieur le ministre, donc, vous parlez de la conférence le respect des acquis de la conférence, je ne crois pas que si c'est cette constitution de 92 où il y a eu des problèmes sur l'interprétation de l'article 75 et qui nous ont menés ensuite dans un travers sanglant pour atteindre 15 000 morts, bon, je crois quand même qu'on peut savoir raison garder. Mais quelle appréciation faites-vous de la position du MCDDI? La position du MCDDI, il faudra leur poser la question. Moi, j'ai donné mon point de vue sur cette question. Je trouve que cela... Une trahison? Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, bon, le MCDDI, avant 97, était dans une alliance avec le PCT, hein, URD-PCT. Et puis après, on a vu que bon, le leader de ce parti s'est retrouvé Premier ministre du président Lissouba. Donc, je veux dire, c'est peut-être une sorte d'atavisme, je n'en sais rien. Mais moi, j'ai donné mon point de vue. Je considère que les arguments avancés par le secrétaire général du MCDDI ne tiennent pas debout. C'est un problème d'argument. Mais comment, écoutez, si de mémoire, quand on dit que tout va bien dans le pays, qu'il n'y a pas de crise, et qu'on change des constitutions quand il y a la crise, est-ce qu'il faut attendre? Donc on peut comprendre finalement pourquoi il y a eu... ne comprend pas. Non, quand il s'agit de parler du développement du pays, oui, des infrastructures, encore du projet du chemin d'avenir, vous dites que le pays marche bien, l'économie marche bien. Mais quand on parle, on touche la question sur la Constitution, vous dites non, il faut changer parce qu'il y a des limites, il y a un problème de crise. Quelle crise en ce moment? Est-ce que les éléments que je viens de vous donner ne sont pas, comment dirais-je, intelligibles? Est-ce qu'ils ne sont pas compréhensifs? Vous savez, il y a un problème dans notre pays. C'est qu'à un moment donné, les politiques font de la politique politicienne. J'allais dire à 1000%. Or, vous voyez bien ce qui vient de se passer en France. Une tragédie. Mais vous vous rendez compte que les acteurs politiques sont capables de produire des réflexions sur le plan sociologique, sur le plan ethnologique, sur le plan, on va dire, même religieux, spirituel. Mais pourquoi est-ce qu'au Congo, lorsqu'à un moment donné, un acteur politique sort, on va dire, de sa veste de ministre et essaie de réfléchir sur les fondamentaux de la société, il est taxé, on va dire, d'opportunisme politicien. Non, il faut arriver maintenant, dans notre pays, à avoir une catégorie d'acteurs politiques qui ne sont pas acteurs politiques 24 heures sur 24, mais ils sont capables d'être des citoyens normaux, capables de se mettre à la place d'un professeur d'université, capables de se mettre à la place d'un taximène pour comprendre les arcanes du fonctionnement de la société. Donc je reviens à cet argument qui consiste à dire il n'y a pas de crise. Donc faudrait-il qu'il y ait une guerre pour qu'on réfléchisse sur la Constitution, pour qu'on revienne justement à l'interprétation de l'article 75 qui nous emmenait dans la guerre? Si quelqu'un qui est secrétaire général d'un parti aussi important a une posture telle que celle-là, rétrospectivement, on peut comprendre pourquoi il y a eu certaines tragédies dans notre pays. Ça veut dire que ces personnes-là n'étaient pas qualifiées pour pouvoir assumer les destins ou les destinées du pays. Parce que diriger, c'est prévoir. On n'a pas été capable de prévoir 93. On n'a pas été capable de prévoir 97. Mais vous savez... Vous voulez changer la Constitution pour prévoir quoi? Ah, pour prévoir quoi? Ouais. Mais... pour prévoir, bien, pour permettre, non, pas du tout. C'est là la force du parti. Mais ceux qui tout le temps font une idée fixe sur le président trahissent leur faiblesse face à cet homme. Partent déjà battus. Et ça, ce n'est pas convenable. Mais lorsque nous nous exprimons, nous mettons de côté, nous faisons un distinguo entre une réflexion purement, on va dire, du point de vue, si vous voulez, de la science politique, de la philosophie politique. Qu'est-ce qu'il faut pour notre pays? Il faut mettre en place un cadre à travers lequel n'importe quel acteur qui viendra demain gouverner, diriger notre pays, soit encadré pour pouvoir mener le pays vers moins de corruption, plus de performance économique,
plus de performance au niveau de la gouvernance de notre pays. Donc il faut arrêter, c'est l'erreur qu'on a faite pendant la conférence. Monsieur le ministre, nous allons vers la fin de l'entretien. Le gouvernement nous a habitués, je parle de nous, Congolais, oui, bien sûr, à organiser des dialogues souvent à quelques jours des échéances électorales. Et là, le président aussi parle du dialogue, certainement pour cette question du changement de la Constitution. Le constat que certaines opinions font de ces dialogues, c'est que c'est des dialogues uniquement pour anéantir les opposants, leur donner, comme on dit vulgairement chez nous, des guiris, hein, de l'argent. Voilà. Là aussi, c'est une idée reçue. C'est une idée reçue. Personnellement, je ne suis pas un adepte, justement, de ce type de pratique. Et je ne pense pas que le président, de par son expérience, soit adepte de cela. Et même si, aujourd'hui, on pense que ceci pourrait se faire, je ne vois pas de quelles ressources disposerait le pays pour, entre guillemets, guériser tout le monde. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans les quartiers, dans l'arrière-pays, il y a une nouvelle catégorie de Congolais. Une nouvelle catégorie de Congolais qui sera, on va dire, sévère avec les acteurs politiques si nous ratons, justement, cette espèce de bond qualitatif, ce saut qualitatif que nous devons faire à la vie politique de notre pays. Alors, l'entretien touche à sa fin. Une dernière question, monsieur le ministre. Dites-nous, quel est le prochain candidat du PCT en 2016? Vous avez déjà un an après le président Sassou? Non, il n'y a pas de candidat du PCT pour 2016. Non, pas forcément. Pas forcément. Ça, vous savez, une élection présidentielle, c'est un rendez-vous d'un homme. C'est dans une année. Hein. Le rendez-vous, c'est le rendez-vous. Des primaires. C'est le rendez-vous d'un homme avec son pays, un homme avec son destin, un homme avec le peuple. Primaire au sein du PCT, je n'en ai pas entendu parler au cours de nos travaux. Mais non, je sais que la rumeur est le plus vieux média du monde. Donc il y a des rumeurs qui circulent, mais ne correspondent pas à la vérité. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de l'entretien. On se retrouve la semaine prochaine.